Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Tout le monde a vu cette scène au moins une fois dans sa vie. Ce jeune homme aux yeux sombres, pétillants de charme, les épaules larges serrées dans un costume en laine avec un chapeau vissé sur la tête, qui raccompagne sa petite amie devant sa porte. Une averse autour d'eux ne les empêche pas d'échanger un dernier baiser tendre sous leur parapluie avant que la jeune fille ne rentre sagement chez elle. Et l'homme, lui, repart à pied dans la rue ruisselante. Il est heureux, merveilleusement heureux. Alors, il ne se contente pas de marcher. Ses pas commencent à battre la mesure et voilà qu'il chantonne. I'm singing in the rain. Je chante sous la pluie. Just singing in the rain. Ce n'est pas une banale intempérie ni une quelconque pudeur qui doivent l'empêcher d'exprimer la joie inscrite sur son radieux visage. Et oui, nous sommes dans une comédie musicale, et c'est bien connu, dans les comédies musicales, on est libre, comme nulle part ailleurs, et bientôt, les pieds de l'homme claquent sur le trottoir humide, de simples bonds, il passe à une sorte de chorégraphie au milieu des flaques, chorégraphie athlétique, on le voit jongler avec le parapluie, virevolter à travers la chaussée et jusque sur les murs. Dans cette scène de Chantons sous la pluie, un film sorti en 1952, tout paraît tellement facile et naturel, et pourtant, ce que propose l'acteur et danseur Gene Kelly, c'est un morceau de bravoure. C'est un véritable défi lancé à la gravité. Et bien que ce jour-là, l'acteur ait une fièvre tenace et qu'il ait même été question de reporter la scène, eh bien, il va réussir son défi avec un art virtuose, à la fois très délicat et très masculin, parce que s'il est bien une chose que cet artiste a prouvé, c'est que délicatesse et masculinité ne sont pas contradictoires. Gene Kelly, c'est cela. C'est un style nouveau, à la fois brut et très élaboré, un style qu'il a su imposer à travers une carrière qui ressemble à une espèce de course effrénée à l'excellence. Franck Ferrand sur Radio Classique. Eugene Curran Kelly. Je dis Eugene, c'est Eugene en américain, bien entendu. C'est son vrai nom. Il avait vu le jour à Pittsburgh en août 1912. On est bien placé avec les élections américaines maintenant pour savoir que Pittsburgh se trouve en Pennsylvanie. Il est le 3e enfant d'une famille plutôt modeste d'origine irlandaise. Son père James est vendeur ambulant. Chez les Kelly, on est attaché à une éducation saine et diversifiée. La mère de Gene, Harriet, qui autrefois a connu le monde du spectacle. Or, disons les choses, elle a un tout petit peu connu le monde du tout petit spectacle. Bref, elle tient à ce que ses enfants prennent des leçons de danse, à ce qu'eux-mêmes se forgent à travers toutes sortes de nombreux spectacles auxquels elle les emmène. Elle n'avait jamais oublié ses espoirs de gamine de monter sur scène et elle espérait transmettre ses ambitions de jeunesse à ses enfants, notent les biographes de Gene Kelly, Cynthia et Sarah Brightson. Les fils Kelly obéissent, mais la danse leur vaut des moqueries. Vous savez, quand on est un petit garçon et qu'on danse, bon voilà. Et souvent, tout ça dégénère en bagarre enfantine. Harriet n'en montre pas moins à ses enfants que l'on peut continuer à s'amuser tout en faisant du spectacle. D'ailleurs, elle va monter des petits spectacles familiaux pour des fêtes locales. Et au fil des années, on voit ses fils se détourner tranquillement de l'affaire. Gene se passionne plutôt pour le hockey, le baseball. Dès l'adolescence, il développe un physique musculeux, façon de combattre le complexe que sa taille lui inspire. Ben oui, il faut vous dire que il fait 1m71, 1m72. Vous allez me dire, c'est pas si mal que ça, mais en Amérique, c'est pas suffisant. Enfin, le jeune Gene revient à la danse. Sa motivation n'est pas seulement sportive ou artistique. Il faut vous dire qu'un de ses frères a pris l'habitude de chausser des claquettes pour se produire sur des scènes qui certes ne sont pas très prestigieuses, mais enfin quand même, c'est toujours impressionnant. Et à chaque fois qu'il rentre d'un petit gala, le frère en question, il a les poches bien remplies. Alors Gene se dit, et pourquoi pas ? Dans un documentaire qui s'appelle Gene Kelly le révolutionnaire, c'est lui-même qui raconte. Mon frère gagnait plus d'argent que toute la famille réunie. Je lui ai demandé de m'apprendre. Donc, il m'a enseigné les claquettes. Et évidemment, comme souvent dans ce genre d'histoire, l'élève dépasse très vite le maître. Il progresse avec une facilité déconcertante, le jeune Gene. Il y a peut-être aussi une espèce de rivalité fraternelle, on ne sait pas, une sorte d'émulation en tout cas.
On est à l'époque du krach boursier de 1929, là. James Kelly perd son travail, la famille doit trouver des sources de revenus. Harriet se lance dans la création d'un institut de danse, c'est un pari ça. Et Gene va prendre sa part de ce pari. Au début des années 30, tout en poursuivant des études, il est mobilisé pour enseigner les pas, les placements à tous les élèves que sa mère finit par recruter. Il faut vous dire qu'il est très doué, hein. Vraiment ça crève les yeux. Les années qui suivent sont celles d'un apprentissage plus solide. Il va s'intéresser à l'actualité de la danse, il s'entraîne avec beaucoup d'assiduité et déjà il a toujours cette idée de chercher à se dépasser. Lorsqu'il a réussi quelque chose un soir, il se dit que le lendemain matin il pourra faire mieux et pourquoi pas d'ailleurs continuer encore un petit peu le soir même. Et à l'échelle locale, dans un premier temps, il se taille une véritable réputation. D'ailleurs, on le consulte de plus en plus souvent dans le métier. Il arrive que des troupes qui sont un peu en panne d'idées lui demandent de les aider. Et c'est le moment des rencontres qui comptent. Le jeune homme, dont beaucoup insistent sur le côté généreux, mais aussi très compétitif, est parfaitement conscient de son talent. Il doit tenter, se dit-il, sa chance dans la Mecque du music hall, c'est-à-dire à Broadway. On est là en 1938. Gene a 26 ans, il saute le pas. Pour lui, sauter le pas, c'est rien, évidemment. Il constate que la concurrence est rude pour les emplois de chorégraphe et pour les bons rôles dansés. Il parvient néanmoins à entrer au casting d'une comédie musicale signée Cole Porter. Alors c'est vrai que dans un premier temps, le rôle qu'on lui confie est très petit. Il est dans un costume d'Inuit avec une capuche et une veste en peau de bête. C'est pas idéal pour démontrer tout ce dont on est capable. Mais enfin, il sait que dans cette Amérique où tout est possible, où le rêve américain est encore d'actualité, il va simplement lui falloir un peu de patience et beaucoup de travail. Vous écoutez Radio Classique. Je vous ai parlé de patience et de travail, j'ai oublié le troisième facteur essentiel, celui de la chance. Or, c'est vrai que lorsque Gene Kelly arrive à Broadway, on est dans un moment clé. Les États-Unis sont en train de devenir cette puissance culturelle mondiale. Ils ont tendance à se libérer des carcans européens. Sur les scènes de New York, c'est l'innovation tous azimuts. Certains travaillent à l'affirmation d'une danse de qualité sur des musiques, sur des rythmes qui sont nouveaux, qui sont américains tout simplement et qui sont populaire. L'héritage inégal du vaudeville est ainsi mobilisé, est ainsi anobli, sans pour autant se guinder. Ça tombe bien, le goût naturel de Gene va vers ce type de danse. C'est exactement ce qu'il aime. Et il va s'entraîner pour perfectionner ce qui au départ est un don, mais aussi pour mieux habiter la scène et pour chanter avec plus d'assurance. Au départ, il a une voix un peu trop perchée. Il va devoir s'imposer un vrai travail sur ce plan. Et pour ne rien gâcher, il est séduisant, il a un charisme extraordinaire, beaucoup de virilité, beaucoup d'assurance. Bref, après avoir rangé son costume d'Inuit, il va pouvoir enfiler celui de rôle un peu plus consistant. On fait aussi appel à lui comme chorégraphe. Pour un de ses emplois en 1940, l'opportunité professionnelle se révèle aussi une opportunité personnelle parce que alors qu'il travaille seul un jour dans un nightclub qui l'a engagé, Gene voit arriver une danseuse. Oh mon Dieu, qu'elle est jolie, elle a des yeux clairs, des cheveux ondulés, magnifiques. Elle répond au nom de Betsy Blair. Elle est là pour auditionner. Elle est étonnée de ne voir que Gene, qu'elle croit être un simple employé du nightclub, et sans la détromper, lui explique qu'elle a juste fait une erreur sur la date pour se présenter. Bien sûr, Betsy va revenir, elle va être engagée, et quelques mois après, elle deviendra, à presque 18 ans, Madame Kelly. Enfin, en 1940, alors que Gene Kelly a 28 ans donc, arrive ce qu'il attendait depuis longtemps. On cherche le premier rôle pour un nouveau musical, comme on dit là-bas, qui s'appelle Paul Joey. Il se présente à l'audition. Alors, il y a une partie de l'équipe qui n'est pas tout à fait convaincue que ce rôle soit pour lui, mais il va finir par le décrocher, ce rôle. Et lors de la première, il va faire mouche avec une énergie, avec une virtuosité sans égale. On peut dire que ça y est, le vent souffle maintenant pour lui dans la bonne direction. Et un jour, dans le public, un homme très important a fait le déplacement. C'est Louis B. Mayer, le patron de la célèbre Metro-Goldwyn-Mayer, la MGM, grande studio hollywoodien. Il est impressionné par Gene Kelly et à tel point que, sans tarder, il va lui faire des promesses pour essayer de l'attirer là-bas, de l'autre côté du pays, sur la côte ouest, à Hollywood.
Alors c'est pas tout à fait aussi simple parce que plus tard, Meyer va présenter des exigences dont il n'avait pas du tout parlé à sa nouvelle recrue. Gene n'aime pas ce genre de procédé et comme le note Alain Masson, son biographe, il écrit à Meyer. Voilà ce qu'il lui écrit. Navré, je ne travaillerai pas pour vous parce que vous avez menti. Je préférerais danser dans un bar. Vous imaginez la tête de Meyer quand il reçoit ce genre de courrier. Vous voyez qu'il a son caractère, notre danseur. Et d'ailleurs, il a raison, puisque très peu de temps après, c'est David O. Selznick, producteur mythique d'Autant en emporte le vent notamment, qui lui fait les yeux doux. Et cette fois, un accord est trouvé. Gene accepte de traverser les États-Unis et le voici à Hollywood. Hollywood avec ses surprises, parce que Selznick accepte bientôt de prêter Gene à Louis Meyer, figurez-vous. Et oui, on se demande même si ça n'était pas prémédité, cette affaire. Ce sera en tout cas un premier rôle dans un film musical pour Moi et Mamie, avec à son bras Judy Garland, la jeune star de la MGM. C'est donc une entrée par la grande porte, comme on dit. Et en fait, pour Gene, c'est une expérience qui va se révéler un petit peu du rail. Il faut vous dire qu'il ne maîtrise pas les codes de Hollywood. Il doit s'adapter au jeu et à la danse devant une caméra, ce qui réclame une technique tout à fait différente. Lui qui était tellement habitué d'être au-dessus du lot, on se dit qu'il est peut-être pas si formidable que ça. Il est obligé de se remettre en question. C'est sa femme Betsy qui, dans une interview, racontera, elle dit: Judy Garland a été fantastique. Elle lui a expliqué tous les trucs utiles que quelqu'un qui avait joué dans des films toute sa vie pouvait donner à quelqu'un issu du théâtre new-yorkais et habitué aux mouvements plus amples dans l'espace. Le film, sorti pendant l'automne 42, attire le public et, comme il fallait s'y attendre, la MGM va s'empresser de négocier avec Selznick pour placer Gene sous sa coupe. Vous voyez qu'il va finir par y arriver. Il entre donc dans la prestigieuse écurie de Louis B. Mayer. C'est le début d'une série de films à succès, interrompue par un passage sous les drapeaux et par quelques échecs, il faut bien le dire. Au fil du temps, on va voir Gene Kelly danser aux côtés de Rita Hayworth, de Frank Sinatra et même de Jerry la souris dans un dessin animé. Il est prêt à prendre le relais de l'autre grand danseur sur écran qui est bien sûr le mythe des mythes, Fred Astaire. Mais Fred Astaire qui est un petit peu vieillissant à l'époque. Entre les deux, qui ont souvent été comparés, il y a une rupture de style. Vous aviez le longiligne Astaire, qui était un summum d'élégance, de légèreté, de distinction. On ne le voyait même pas faire ses pas. Et puis Kelly, qui est plus trapu, qui propose une danse beaucoup plus virile, sportive, aux influences nettement plus populaires. L'un porte des chaussures cirées et un costume de gala. L'autre arbore plus volontiers la tenue d'un homme du commun. Gene va démontrer que la grâce, néanmoins, peut se porter sur des registres moins apprêtés que ceux auxquels on l'avait jusqu'alors cantonné. Il arrive à se montrer un peu plus prolétarien, si j'ose le terme. Et il va renouveler les codes, tout simplement. Son ambition ne s'arrête pas là, d'ailleurs. Maintenant qu'il est à l'aise à Hollywood, il va proposer de nouveaux défis à ceux qui croient en lui avec son assistant, l'inventif Stanley Donen. Merveilleux Stanley Donen. Il va de plus en plus se mêler de la mise en scène. Et si le chorégraphe et danseur déjà surdoué devenait en plus un réalisateur prometteur. Comme certains de ceux avec qui il travaille, dont le réalisateur Vincente Minnelli, Gene estime que les films musicaux n'ont pas vocation à être un sous-genre. Au contraire, ils peuvent être un art à part entière, plein de possibilités. Alors il y réfléchit, bien entendu. Et sur les tournages, toujours avec Stanley Donen, on le voit proposer des plans, des trajectoires de caméra beaucoup plus hardies que ce à quoi on était habitué jusqu'alors. Et de plus en plus, on fait appel à ces deux hommes-là, à Gene Kelly et à Stanley Donen, pour diriger des scènes qui sont de véritables morceaux d'acrobatie. Et puis, la MGM franchit le pas. Gene et Stanley se voient confier la direction d'un film, Un jour à New York. Le film sort à la fin de 1949. C'est une réussite, peut-être en partie imparfaite, mais c'est en tout cas un concentré d'innovation. Et en 1951, c'est Un Américain à Paris de Minnelli sur une musique que vous connaissez. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Le film Un Américain à Paris n'est même pas encore sorti que déjà on voit le duo Kelly Donen dans un nouveau film, et cette fois ce sont eux qui sont aux manettes. Le film s'appelle Chantons sous la pluie, bien entendu, avec ce projet qui a tout pour réussir. De gros moyens, une équipe très talentueuse, un scénario plein d'humour sur l'évolution délicate d'Hollywood entre le cinéma muet et le cinéma parlant. On peut déjà avoir assez de recul à l'époque pour en parler avec humour. La pression n'en est pas moins grande pour Gene et pour Stanley, dont il arrive que les relations avec le temps soient quand même assez orageuses. Les numéros dansés sont ambitieux. Gene Kelly se montre chaque jour plus exigeant. Debbie Reynolds, qui a 19 ans et sur qui le studio parie pour le premier rôle féminin, bien qu'elle connaisse peu la danse, cette pauvre Debbie Reynolds doit faire face aux agacements de Gene Kelly qui quitte volontiers le plateau. Il lui faut tenir le rythme, la pauvre. Elle apprend, elle fait, elle refait, elle essuie des larmes, elle réessaie et enfin, elle réussit. Elle aura cette jolie formule. Les deux choses les plus dures que j'ai faites dans ma vie sont accoucher et chantons sous la pluie. Les efforts ne sont pas vains. Le film à sa sortie, alors là j'allais dire est un succès, c'est même pas un succès, c'est un invraisemblable triomphe. Mais comme le note Alain Masson, en Amérique, il ne fut pas considéré comme le chef-d'œuvre qu'il est. C'est en fait l'Europe qui en a fait un grand film classique. Franck Ferrand sur Radio Classique. Gene paraît, disons-le, se lasser un petit peu du système hollywoodien, mais aussi lui qui est un démocrate actif, qui est marié à une communiste, va pâtir de l'atmosphère d'intolérance politique de cette époque. Alors il va choisir de s'exiler pendant un temps, mais aussi, disons les choses, il s'exile, ses biographes l'ont montré pour des raisons fiscales. C'est le moment où la comédie musicale, en quelques années, est en train d'amorcer un certain déclin. Le genre est extrêmement coûteux à produire. Ce sont des films qui sont parmi les plus coûteux jamais faits. Et puis, on critique ça parce qu'on trouve que c'est pas réaliste. On est dans les années 50 où on aime le réaliste, vous savez. En 1955, après son retour, Gene va co-signer avec Stanley Donen, qui entre-temps a réalisé des films de son côté, un nouveau film intitulé Beau fixe sur New York. Gene danse avec maestria sur des patins à roulettes. Alors évidemment, c'est impressionnant, mais le public est en train de passer à autre chose. On regarde ça d'un œil, ça fait sourire, mais il n'y a plus tout à fait la même émotion. Et après ce tournage un brin saumâtre, Gene ne va plus guère avoir de relation avec Stanley Donen. Notons d'ailleurs pour l'anecdote qu'il va épouser en 1960 en deuxième noces l'ancienne femme de Stanley. En parallèle, et ça explique sans doute bien des choses. En parallèle, en 1956, la MGM sort enfin un film-ballet réalisé quelques années plus tôt par Gene Kelly, Invitation à la danse. Alors ça va faire un ours d'or à Berlin, ça évidemment, mais le public n'est plus au rendez-vous. Il faut l'admettre, la carrière de Gene Kelly faiblit. Ça ne veut pas dire qu'elle soit terminée. On le verra encore diriger quelques films, il jouera dans d'autres, des films plus mineurs, il faut bien le dire. Il fera aussi quelques petits tours plaisants devant les caméras dans des rôles secondaires. Et bien sûr, qui ne se souvient de son apparition incroyable dans Les Demoiselles de Rochefort? Mais il est loin de ce qu'il a été, Gene Kelly. Et pour ce qui est de la danse, l'âge a rendu ses vieux exploits un peu difficiles, il faut le dire, pour pas dire inaccessibles. Il appartient à l'ancienne génération d'Hollywood, celle qu'on regarde avec un petit peu de nostalgie, pas mal de respect, mais qu'on considère néanmoins comme révolue. Et Gene Kelly va disparaître seulement en février 1996, à l'âge de 83 ans. Alors à ce moment-là, les télévisions du monde entier vont remontrer ces images éternelles, les images de ce danseur virevoltant sous la pluie, le sourire aux lèvres, ignorant cette averse pourtant insistante. Comme nous oublions nos problèmes en regardant une énième fois Chantons sous la pluie. Si c'est cela la magie du cinéma, alors on doit pouvoir dire que Gene Kelly aura été l'un de nos plus grands prestidigitateurs. Vous écoutez Radio Classique.